Bonjour à tous, merci pour cette invitation et pour le sujet qui m'a été confié. Donc effectivement, j'ai tout un topo pour vous parler vraiment juste de la gestion préopératoire. Donc en fait, on va commencer surtout par mettre les choses un petit peu dans le contexte plus général. Donc à savoir déjà commencer par définir ce que c'est l'anémie et la carence martiale chez l'enfant. Donc en fait, j'ai cherché, il y a des données dans la littérature qui sont pas toutes complètement cohérentes. Donc j'ai choisi de m'arrêter sur les définitions retenues dans le rapport de la HAS en 2011 sur le choix des examens du métabolisme du fer en cas de suspicion de carence en fer. Et les normes qui ont été retenues dans ce rapport, c'est donc une anémie à la naissance, c'est moins de 13,5 grammes par décilitre. De la naissance à 6 ans, moins de 11. Et de 6 à 14 ans, moins de 12. Pour la carence martiale, il y a des définitions en fonction du VGM. Donc moins de 70 avant 2 ans, moins de 73 entre 2 et 6 et moins de 80 entre 6 et 14. Il y a des choses qui sont quand même importantes à avoir en tête, c'est que en dessous de 6 mois, l'érythropoïèse est encore en cours d'évolution, elle n'est pas tout à fait mature, ce qui fait que les marqueurs du fer sont ininterprétables. Après 6 mois, assez classiquement, la carence martiale va se rechercher par un dosage d'hémoglobine et de ferritine. Et dans la population de l'adolescent, probablement les seuils de ferritine doivent être considérés plus bas car ils sont en pleine croissance avec une grosse consommation des stocks de fer. Le groupe de travail qui est sur cette recommandation de la HAS notifiait quand même que les valeurs normales sont mal définies chez l'enfant. J'insiste là-dessus parce que ça va avoir une importance quand on va réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire chez l'enfant. La prévalence de l'anémie chez l'enfant, donc ça c'est un rapport de l'OMS, la prévalence chez les enfants du monde entier, c'est 40%, donc c'est énorme. La prévalence dans les pays industrialisés, c'est 15 à 20%. C'est moins, mais ça reste quand même une prévalence notable. Et 1% d'eux présentent une anémie sévère. Il faut savoir, et on le constate tous au quotidien, que les enfants en bonne santé sont plus tolérants à l'anémie sévère, et en particulier quand elle se développe lentement. La carence martiale, c'est la cause la plus courante d'anémie. Elle explique 60 à 75% des cas d'anémie chez l'enfant, avec des causes en fonction des classes d'âge. On va dire que chez le tout petit, c'est souvent un déficit d'apport trop faible dans l'alimentation. Chez l'adolescent, c'est plutôt des besoins croissants. Et pour toutes les tranches d'âge, il y a les pathologies, les pertes sanguines intestinales liées à des maladies inflammatoires de l'intestin ou les problèmes de malabsorption. En contexte préopératoire, donc on voit bien que les volumes sanguins, les concentrations d'hémoglobine, les réserves de fer normales vont varier en fonction de l'âge et du poids de l'enfant. On sait tous que chez le nouveau-né, le nourrisson, on a des volumes sanguins plus élevés par rapport au poids, mais par contre une tolérance plus faible aux pertes. Pour un petit de 10 kg, on va avoir à peu près 80 ml kg de volume sanguin et une perte de 20% va représenter 160 ml. Ça peut déjà avoir des grosses conséquences en termes de tension et d'hypoperfusion. On a des études qui relatent qu'à peu près 12% des arrêts cardiaques péropératoires chez les enfants sont secondaires à une hypovolémie qui résulte d'une perte de sang sous-estimée dans 50% des cas. Donc tout ça pour dire que l'optimisation préopératoire de la masse sanguine chez l'enfant peut avoir vraiment du sens. Alors maintenant, on va faire un petit peu de littérature pour voir la relation entre l'anémie et les complications post-opératoires dans la population spécifique de la pédiatrie. Donc on a des données, on a même des données en termes de mortalité, donc c'est pas des études, c'est des études sur registre. Donc quasiment toutes les études que je vais vous présenter sont sur ce registre américain et ont été menées par une équipe majoritaire du docteur Goubi. Donc là, dans cette étude, il s'agissait de nouveau-nés opérés de chirurgie non cardiaque et ils reprenaient tous les dossiers d'enfants dont l'hématocrite préopératoire était disponible. Donc ils ont entre 2012 et 2013. Ils ont analysé 2764 dossiers. Ils avaient une mortalité post-opératoire intra-hospitalière de 3,4%. L'anémie préopératoire qu'ils estimaient par une hématocrite inférieure à 40% était de 32%, donc une incidence quand même non négligeable.
Et l'anémie préopératoire sortait en analyse multivariée comme un facteur indépendant de mortalité. La même équipe a mené une étude assez similaire sur le même registre américain, cette fois-ci de 2012 à 2014, cette fois-ci sur des enfants de 1 à 18 ans, donc 51 622 enfants. L'anémie préopératoire était retrouvée dans 24% des cas. Et là aussi, l'anémie préopératoire était associée à la mortalité intra-hospitalière. Alors, une autre étude, cette fois-ci sur les sténoses du pylore, menée toujours sur ce même registre américain, donc des enfants de moins de 1 an. Ils définissaient l'hématocrite, cette fois-ci, moins de 40% pour les moins de 1 mois, moins de 30% pour les plus de 1 mois. Ils ont analysé 2948 dossiers, 29% des patients étaient anémiques, donc on voit qu'on retrouve à peu près toujours les mêmes chiffres, autour de 30%. 6% de complications post-opératoires, et cette fois-ci, pas de différence en analyse bi- ou multivariée entre le fait que les patients soient anémiques ou pas en préopératoire sur l'incidence des complications post-opératoires. Donc je trouve que c'était intéressant de noter cette étude qui diverge des précédentes, heureusement, parce que, dans l'idée que probablement il faut cibler certains types de chirurgie si on veut agir sur l'anémie préopératoire et pas le faire forcément pour tous les patients. Une autre étude assez intéressante, là, récente, de 2020, où ils ont repris un registre encore américain, des réadmissions cette fois-ci, post-amydalectomie. Donc 66 652 procédures, 4% de réadmission, et les facteurs associés à la réadmission, l'âge inférieur à 3 ans et l'anémie préopératoire. Là encore, on retrouve l'anémie comme un facteur de complications post-opératoires. Alors maintenant, on a vu que l'anémie est associée de manière indépendante à des complications post-opératoires. Cette étude-là nous montre que l'anémie est également associée de manière assez logique à la transfusion sanguine périopératoire, donc toujours le même registre. Cette fois des arthrodèses entre 2012 et 2016, plus de 9000 patients. L'anémie préopératoire retrouvée dans 14% des cas, 67% de transfusion. Et en fait, en analyse multivariée, ils ont identifié les facteurs associés au risque de transfusion. Donc, qu'est-ce qui sort? L'anémie, l'infirmité motrice cérébrale, la pathologie neuromusculaire, la chirurgie longue de plus de 350 minutes et le nombre d'étages fixés supérieur ou égal à 7. Et on voit là sur ce tableau que quel que soit le nombre de facteurs de risque, en fait, là, il n'y avait aucun autre facteur de risque que l'anémie, et là, ils en rajoutaient à chaque fois un de ceux que je viens de vous citer. Dans tous les cas, que le patient soit anémique versus anémique en bleu versus non anémique en rouge, il y avait de toute façon un surrisque, quel que soit le nombre de facteurs de risque associés quand on est anémique, d'être transfusé. Et alors pour aller encore plus loin, on sait que l'anémie entraîne des complications post-op, on sait que l'anémie entraîne peut en tout cas être un facteur qui favorise la transfusion périopératoire, et chez l'enfant, on sait que la transfusion est associée à un nombre d'effets indésirables non négligeables, en tout cas supérieur à celui de l'adulte. Dans cette étude de 2008, 18 événements indésirables sur 100 000 transfusions de concentrés globulaires pour les moins de 18 ans, 37 pour 100 000 chez les nourrissons. Pour avoir un ordre d'idée, on est de l'ordre de 13 événements indésirables sur 100 000 chez l'adulte. Dans le rapport français d'hémovigilance de 2009, ils insistent également sur le fait que l'incidence des effets indésirables post-transfusionnels est augmentée chez l'enfant. Il y a plus d'événements allergiques chez le 1-19 ans par rapport aux autres groupes d'âge, et on retrouve plus volontiers la surcharge volémique. Sinon, on est exposé aux complications de type tralie, donc surcharge, anaphylaxie ou hémolyse. Là, c'est une étude sur les volumes transfusés et l'outcome, donc en termes de mortalité. Et là encore, cette étude montre que l'hématocrite préopératoire est associé à la mortalité en post-opératoire.
Enfin, une étude intéressante parce qu'elle vient un peu compléter le tableau présenté jusque-là. C'est encore ce même registre. Entre 2012 et 2014, 2 groupes d'âge 0-3 mois et 3 mois 18 ans. Donc là, ils ont identifié 360 176 procédures, 21 410 cas de transfusion. Et en fait, ils ont essayé d'identifier les pathologies les plus souvent associées à la transfusion. Donc bon, je pense que ça fait écho à ce que vous connaissez, ce que vous avez remarqué dans vos blocs, mais au moins ça nous le met sur le papier. On voit que la transfusion chez l'enfant est largement dominée par les arthrodèses vertébrales. Ça représente 44% des transfusions dans cette série, suivi, alors mais de très loin derrière, hein, par les craniectomies pour craniosténose. Donc, j'espère que tout ça vous a convaincu que ça pouvait avoir un intérêt d'essayer d'optimiser la gestion de l'anémie et de la carence martiale préopératoire chez l'enfant. En tout cas, c'est ce que nous recommande l'OMS. L'OMS et l'ensemble des sociétés savantes quasiment dans le monde entier, ainsi que la HAS, nous incitent vraiment à faire du PBM. On commence à avoir des retours des programmes qui ont été initiés chez l'adulte avec des résultats quand même très encourageants. Là, c'est celui qui est mis dans le dernier rapport là, de l'OMS. C'est le rapport australien où ils ont analysé leurs données entre 2008 et 2014 et où ils ont vraiment montré une diminution en termes de mortalité, d'infection, une diminution du taux d'anémie préopératoire puisqu'elles sont corrigées, et une diminution de fait du nombre de transfusions préopératoires quand même de péropératoires de 41%. Et ils ont aussi évidemment mis en évidence des réductions de coûts puisque la transfusion ça coûte cher. Nous, en France, on a la HAS qui a fait un rapport sur la gestion du capital sanguin pré, per et post-opératoire chez l'adulte et en obstétrique. Alors, en lisant le nom de tous les experts qui ont participé, j'ai vu qu'il y avait plein de gens de la pédiatrie. Mais quand on lit la population à laquelle ça s'applique, ça cite pas l'enfant. Donc je sais pas, peut-être ça pourra être l'objet d'une discussion après. Il doit y avoir des gens dans la salle qui sont plus au courant que moi. Après, quoi qu'il en soit, même si on peut pas appliquer tous les seuils, on va le voir sur la diapo suivante, à l'enfant, l'idée générale reste la même. En période préopératoire, ce qu'il va falloir, c'est essayer d'anticiper, de cibler un certain nombre de chirurgies pour lesquelles on peut faire de la gestion préopératoire du capital sanguin, anticiper les choses, que le bilan soit demandé dès la consultation de chirurgie, qu'on puisse avoir le résultat au moment de la consultation d'anesthésie et qu'on puisse envisager des mesures correctrices de cette anémie ou de cette carence martiale préopératoire. Voilà pour rappel le tableau qui se trouve dans ces recos de la HAS. Mais donc, est-ce qu'on peut appliquer exactement les mêmes seuils et procéder exactement de la même façon chez l'enfant? Probablement pas tout à fait. Il y a beaucoup d'articles depuis à peu près 10 ans qui se sont intéressés à la gestion du capital sanguin de l'enfant, en insistant sur le fait que c'est pas exactement comme transfuser un adulte. Ce qu'on retrouve comme suggestion, c'est toujours un petit peu la même chose, hein, d'appliquer des seuils restrictifs de transfusion, mais ça c'est pas mon sujet, ce sera traité juste après par Florence. Essayer de minimiser le nombre de prélèvements préopératoires et de se limiter à ceux qui sont absolument nécessaires. Envisager la correction de l'anémie préopératoire par du fer oral ou intraveineux, on va y revenir, et éventuellement stimuler l'érythropoïèse à l'aide de PO. Là, c'est une revue de littérature faite donc par le docteur Goubi qui a quand même énormément travaillé sur le sujet et qui suggère à peu près les mêmes choses, de bien programmer le timing nécessaire pour pouvoir mener les mesures correctrices, éviter les prélèvements non nécessaires, corriger l'anémie, le fer, le PO. On retrouve à peu près les mêmes choses. Et elle axe les 2 dernières recommandations sur vraiment l'éducation de l'ensemble des équipes à l'introduction de programmes de PBM, parce qu'en fait, il y a quand même tout un côté très organisationnel qu'il faut mettre en place et ça repose beaucoup là-dessus. Mais force est de constater dans ces revues qu'il y a peu d'études en fait chez l'enfant sur vraiment le fer et le PO en contexte périopératoire.
Là, je vais passer rapidement parce qu'en fait, c'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment des sociétés savantes qui ont édité des recommandations de PBM spécifiques à l'enfant, qui disent globalement à peu près toute la même chose. Un dépistage préopératoire de l'anémie est recommandé chez les patients qui présentent un risque élevé de perte sanguine et c'est à anticiper 3 à 4 semaines, 3 à 6 semaines, ça dépend des études, avant l'intervention chirurgicale. Là, sur la société SABM en 2021, ils se sont un peu plus engagés en disant que on pouvait, pour une chirurgie non urgente, il fallait pas hésiter à la décaler le temps d'avoir corrigé cette anémie et cette carence martiale préopératoire, et surtout, encore une fois, éviter tous les bilans non nécessaires en préopératoire. Ça, ce sont les recommandations australiennes. Alors eux, il y a carrément 300 pages de recommandations sur le PBM de l'enfant, dans tous les contextes, pas forcément périopératoire. Ce qu'il en ressort pour le périopératoire, c'est encore une fois qu'il faut corriger la carence martiale, supplémenter en cas d'anémie avérée ou en cas de pathologie à risque d'avoir une carence martiale. Si chirurgie à risque hémorragique, évaluer et traiter la carence martiale, et le faire le plus tôt possible en préopératoire. Maintenant, quelques études en pédiatrie pour voir ce qui est réalisé. Sur le fer, pas grand-chose. On a très peu d'études sur le fer intraveineux en pédiatrie. La seule étude dans le contexte du PBM, c'est celle-ci. Elle date de 2017, mais c'est PBM au sens large. C'est l'application de tout un programme de PBM dans tout un hôpital, donc c'est pas que du contexte périopératoire. En tout cas, ils ont fait du fer intraveineux, 10 mg kg sur 15 à 60 minutes en hospitalisation. Ils ont analysé rétrospectivement leurs données de 2010 à 2015, 110 injections chez 54 patients, et ils ont eu 4,5% d'événements indésirables à type prurite, urticaire, épigastralgie, aucun événement indésirable vraiment grave. Et en fait, ils regardaient l'effet de ce fer intraveineux avec un gain en termes d'hémoglobine assez satisfaisant, de l'ordre de 2 points à une semaine et entre 1 et 4 semaines, pas vraiment de nouveaux gains, et un gain par contre qui est largement meilleur quand le fer IV est associé à l'EPO. Une autre étude sur le fer intraveineux, je vous la cite parce que cette fois-ci, il y a vraiment beaucoup de patients. Entre 2010 et 2016, ils ont analysé toutes les injections de fer IV dans un grand hôpital pédiatrique aux États-Unis. 1088 doses à 194 patients. Ouais, c'est toujours beaucoup de patients qui reçoivent plusieurs doses, notamment en gastro ou en hémato. Beaucoup de variabilité des indications, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était de dire c'est faisable et il n'y a pas d'effet indésirable grave rapporté. Des études en pédiatrie, il y en a sur l'application de programmes de PBM sur la craniosténose. Donc ça, c'est une méta-analyse qui est sortie en 2017 sur 4 études, 117 patients, EPO versus contrôle. L'EPO à dose de 600 unités kilo par semaine pendant 3 semaines. Et l'hématocrite préopératoire, grâce à ça, est passé de 43 à... Enfin, c'est l'inverse. De 35 à 43. La transfusion, c'est plutôt dans le groupe EPO, 43 d'hématocrite préop versus 35 dans le groupe sans EPO, 54% de transfusion versus 98 dans l'autre groupe, et des volumes transfusés quand il y en a quand même une transfusion largement moindre. Une autre étude sur la craniosténose, c'est un essai randomisé contrôlé, PBM versus un groupe contrôle. Le programme de PBM consistait à du fer oral, de la vitamine C, de l'EPO et du fer IV. Tout le monde ne recevait pas exactement la même chose, c'était en fonction des groupes. Et ils ont mis en évidence une baisse du taux de transfusion de 80 à 42%. En cardio, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait parce que c'est quand même une chirurgie à risque hémorragique majeur. Il n'y a pas d'études spécifiques sur la gestion préopératoire du capital sanguin dans le domaine de la cardio pédiatrique. Cependant, en 2019, les recommandations du groupe NATA, donc ils sont quand même vraiment un groupe assez leader sur la thématique, a gradé en grade 1C la nécessité de diagnostiquer et de traiter une anémie par carence martiale préopératoire par du fer, Péros ou IV. Personne ne s'avance trop sur ce sujet. Et en grade 2C, la possibilité de faire de l'EPO, mais 6 contextes particuliers.
Pour ce qui est des arthrodèses, une étude rétrospective 2013-2017, 382 patients qui ont reçu une supplémentation martiale per-os préopératoire. Et les facteurs de risque de transfusion qui ont été isolés dans cette étude, c'était la scoliose non idiopathique, l'angle de Cobb, le nombre d'étages fixés, donc ce qui est assez classique, ce qu'on retrouve souvent dans les études. Et ils ont montré moins de transfusions per-opératoire si le taux d'hémoglobine était supérieur ou égal à 13. Donc probablement un cut-off à retenir dans cette population d'arthrodèse qui correspond à des adolescents et pour lesquels on peut probablement dire qu'on peut appliquer les recommandations comme celles de l'adulte. Donc, pour essayer de synthétiser en pratique, il faut chercher l'anémie, il faut chercher l'anémie. Est-ce qu'il faut chercher la carence martiale? J'ai pas la réponse. Personne ne dit ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut chez l'enfant aller systématiquement faire un bilan martial, aller chercher la ferritine? Je peux pas vous répondre. En tout cas, il faut rechercher 3 à 6 semaines avant l'intervention une anémie et la corriger. Qu'est-ce qu'on fait si, malgré tout, on est en dessous du seuil? Est-ce qu'on décale? Est-ce qu'on fait quand même l'intervention? La question est posée. Il n'y a pas la réponse. Je pense que ça doit vraiment être discuté au cas par cas en fonction du type d'intervention et du patient. Là, c'était des recommandations allemandes et j'en parle parce que je pense que c'est un sujet important. Moi, ce qui me pose un peu problème dans l'idée du PBM appliqué à la manière de l'adulte, c'est d'aller faire un bilan et un bilan martial à tous les patients pour lesquels on suspecte parce que ça va multiplier le nombre de bilans aussi. Et donc, vraisemblablement, là, dans les recos allemandes, ils disent qu'il ne faut pas que ça nous fasse changer complètement le nombre de bilans qu'on demande. Après, la discussion peut être ouverte sur le sujet. En tout cas, ce qu'il faut, c'est cibler un type d'intervention. Donc, probablement que c'est pertinent pour les chirurgies à risque hémorragique important, donc la chirurgie cardiaque, la chirurgie cardiosténose, les arthrodèses vertébrales et peut-être certaines chirurgies abdominales majeures que vous pratiquez dans vos centres. Donc, en pratique, quel bilan? Je pense qu'on n'a pas la réponse. Doser l'hémoglobine en préopératoire dès la consultation pour les chirurgies à risque hémorragique, oui. Pas de recommandation en ce qui concerne le dosage de la ferritine. Et d'ailleurs, et je reviens à la première diapo où je vous disais que c'était important, c'est qu'on n'a pas de définition claire des seuils et que du coup, si on la dose, qu'est-ce qu'on va en faire et quelles limites on va se fixer. Malgré tout, dans les recos australiennes, ils parlent quand même d'une adaptation du traitement en fonction des taux de ferritine, mais on voit des taux de ferritine qui sont complètement différents de ceux qui sont préconisés dans la gestion du PBM chez l'adulte, beaucoup plus bas. Donc en pratique, il va falloir supplémenter les patients anémiques en fer. On a le choix entre le fer oral, le fer IV. Si on supplémente en fer oral, c'est minimum 3-4 semaines avant la chirurgie pour une durée totale de 3 mois. La réponse réticulocytaire apparaît à J4 avec un pic à J7, J10. Il y a un problème on le sait tous, de tolérance digestive et d'observance. Les doses, c'est 3 à 6 mg kg par jour en 3 prises. La place du fer IV, des études nous disent qu'a priori c'est faisable avec peu finalement de risque d'effets indésirables. Par contre, ça se fait toujours en hospitalisation. On a maintenant la possibilité de faire du fer inject, donc sur un timing beaucoup plus court de 15 minutes. C'est en général une dose par semaine renouvelable, 15 mg kg renouvelable une fois à J7 si besoin. Là aussi, on peut en discuter si dans vos centres vous avez mis en place ça. Moi, personnellement, ce n'est pas le cas. L'EPO pour les chirurgies à risque hémorragique majeur identifiées, donc type arthrodèse, 600 unités kilo par semaine par voie sous-cutanée, 3 à 4 semaines avant l'intervention, toujours associé au traitement martial. Donc le PBM est aussi utile en périopératoire, en pédiatrie, j'espère que vous en êtes convaincus. Je pense qu'il faut cibler dans chaque centre les interventions concernées pour mettre en place les programmes de PBM vraiment efficients pour un certain type de pathologie, parce que ça demande quand même de l'organisation. Voilà, mettre en place les protocoles, les organisations, donc le bilan à la consultation de chirurgie, le délai suffisamment long avant l'intervention, et reporter la chirurgie si nécessaire, si on n'a pas obtenu l'effet escompté. Par contre, d'autres études sont nécessaires quand même chez l'enfant. Le fer per-os IV, on n'a pas de comparaison, on a très peu de données dans la littérature. Pour quels objectifs d'hémoglobine, à part l'étude sur les arthrodèses qui fixe un seuil à 13, on n'a pas d'autres études dans la littérature.
Que faire si on n'arrive pas à la concentration ciblée? Et pareil, pas de recommandation chez l'enfant pour l'instant sur folate, B12. Est-ce qu'il faut en faire de manière systématique? Est-ce qu'il faut le doser? On n'a pas de réponse à cette question. Beaucoup de gens dans leur programme de PBM associent les folates au fer, mais de manière plus habituelle, sans vraiment qu'il y ait de preuves. Voilà, je vous remercie pour votre attention